Salut à toutes et à tous, vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le Média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner. Une proposition un peu plus info chaude que la chaîne principale, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale qui revient tous les matins du lundi au vendredi à 8h sur le Média 24/7. Le journal des luttes du lundi au vendredi à 13h, toujours sur le Média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission du soir. Et sur la chaîne principale, retrouvez nos chroniqueurs et journalistes habituels, ainsi que le récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Salut Mourad. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Fabrice. Alors comme le veut la tradition, on commence avec les tops et les flops, c'est juste après ton petit préambule. Oui, alors c'est des petits préambules pour une fois. Okay. Voilà, il y en a parfois pas, il y en a un, deux, là il y en aura un tout petit peu plus. Parce que c'est des choses qui sont hors actualité, en fait, hors top, hors flop, et que j'ai quand même envie de vous partager. Et donc j'ai pu échanger il y a quelques jours avec Monsieur Claude, notre jeune militant préféré, qui grâce à nos confrères, notamment Wissam Gzelka de Zawaprod, la fameuse chaîne de Zawaprod, et puis Samir, qui font aussi partie tous les deux de l'équipe de Parole d'honneur, notre chaîne amie. Et voilà ce qui va faire après, à la fin de notre échange, où on s'est dit plein de choses sympathiques. On s'est dit à quel point on s'appréciait, à quel point j'appréciais son travail militant et puis ses prises de position et ses coups de gueule. Voilà ce qu'il va nous annoncer. Dis, attends, voilà, je vais te poser une question. T'es avec les médias, toi, tu vas souvent, là. Moi, j'aime pas donner des ronds comme ça. Et si je fais un petit chèque à mon copain, il pourra le remettre aux médias? Oh, bah oui, écoute, c'est adorable, bien sûr, bien sûr. Je suis Écoute, pas... c'est vraiment... Parce que l'abonnement de 5 € par mois, ça me gêne un peu, parce que j'aime pas qu'on trafique. Je suis déjà emmerdé. Sur Internet. Ouais, alors je ferai un petit chèque, et... Wissam, Ce petit arabe. le petit arabe de mon cœur, il t'en remettra, tu leur donneras aux médias. Et donc, il pourra annoncer comme ça qu'il va faire un don aux médias, c'est super sympa et compagnie. En fait, oui, c'est tout à fait exact, puisque j'ai récupéré le chèque, effectivement, ici, le chèque de notre ami Claude. Je l'en remercie vivement. Et puis, évidemment, le média, je pense, s'associe à mes remerciements. Évidemment. On l'embrasse tous aux médias, d'ailleurs, et on vous encourage à en faire de même, car c'est grâce à ce genre de dons que le média arrive à vous proposer l'œil de Moumou et d'autres programmes. Absolument. L'autre préambule va alors au Conseil de déontologie journalistique et de médiation, donc le CDJM, qui rend régulièrement des avis. Alors, c'est des avis qui ne sont pas contraignants, hein, c'est juste un avis consultatif. Mais enfin, c'est toujours bien de savoir qu'ils vont dans notre sens. Et là, ils vont valider la saisine concernant alors Alix Bouillaguet de Radio France, hein, notamment de France Info, éditorialiste, éditocrate, dont on a parlé ici plusieurs fois. À chaque fois, pratiquement, dans les flops. Je regardais avant de vous dire ça. Et qui avait affirmé, contre toute vraisemblance, en fait, que François Ruffin, donc ex-France Insoumise, avait été traité de fasciste par les participants d'un débat à la fête de l'UMA. Et donc, elle l'a affirmé face à une cadre, vous allez voir, de la France Insoumise. Et sauf que le problème, c'est que c'est absolument faux. Et donc, ça a été contrarié par cette fameuse décision qui va dire très clairement que l'émission L'invité donc politique du 16 septembre 2024, donc c'est juste après la fête de l'UMA, commence par cette présentation de Madame Alix Bouillaguet. Ce week-end, c'était la fête de l'humanité. C'était pas franchement celle de François Ruffin, qui a été copieusement huée et traitée de fasciste, ce qui est absolument faux. La journaliste enchaîne par cette question à Madame Aubry, donc Manon Aubry. Ouvrez les guillemets, c'est un fasciste, François Ruffin? L'eurodéputé répond, ouvrez les guillemets, il n'a pas été traité de fasciste. Puis, je précise, la foule a spontanément repris, évidemment, le slogan « Nous sommes tous antifascistes ». Quand Madame Bouillaguet, la coupe et dit, ouvrez les guillemets, a dit « Nous sommes des antifascistes », sous-entendant celui qui est sur scène. Sous-entendant donc Ruffin est fasciste. Sauf que, manque de bol, d'abord, j'y étais. J'étais sur place, juste en face. Et j'ai traversé d'ailleurs la petite place pour aller écouter cette fameuse intervention et ces fameux slogans, et qu'effectivement,
Il n'était pas du tout question de ça. C'était un soutien, en gros, à Raphaël Ernaud pour dire, voilà, nous sommes tous antifascistes et que c'est le cœur de notre combat. Et donc le CDJM, conclusion, réuni le 25 janvier 2025 en séance plénière, estime que l'obligation déontologique, oh le gros mot, d'exactitude et de véracité n'a pas été respectée par France 2 et par Madame Alix Bouillaguet. Donc France 2 et évidemment France Info. Le dernier préambule va aller... Alors, j'aime beaucoup le dessous des cartes d'Arte. C'est une très bonne émission, c'est assez sérieux, c'est vraiment là-dessus, j'ai aucun problème. Sauf que là, alors c'est vraiment un petit clin d'œil. Ils vont faire quelque chose sur le Groenland, parce que le Groenland, et vous savez, on en parle beaucoup à cause de Trump qui souhaite se l'accaparer. Et donc, ils vont faire un reportage assez intéressant. Et puis, dans les dernières secondes, ils vont annoncer ceci. Les 56 000 habitants du Groenland connaissent les richesses de leur île, laquelle a aussi ses handicaps. Une forte dépendance au Danemark qui assure, avec des subventions de l'UE et des États-Unis, plus de la moitié du budget. Par ailleurs, la population groenlandaise est vieillissante et le taux de suicide le plus élevé au monde. Donc ils expliquent, alors c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils expliquent que le taux de suicide est le plus élevé au monde, le Groenland, sans expliquer pourquoi. Et je trouve que cette information en soi vaudrait un développement. Et c'est juste envoyé à la fin de l'émission. J'espère et j'invite mes consoeurs et mes confrères de cette brillante émission du Dessous des cartes à peut-être reprendre et refaire une émission pour nous expliquer pourquoi il y a autant de suicides au Groenland sur une population aussi faible. Peut-être est-ce c'est une question de proportion, peut-être qu'en proportion, voilà, mais ce serait bien de l'expliciter. Allez, c'est parti pour les tops. Alors le premier top est un top subjectif. Parce que je vais reprendre une vidéo de quelqu'un qui nous suit, avec qui on travaille beaucoup autour de cette chronique, qui s'appelle Shelex, donc qui tient un Twitch, donc comme chez Lex, L-E-X, et qui va montrer vraiment, je pense avec presque certitude, comment le service public dérive complètement. Mais on y consacrera un microscope. Et là, on va voir que le service public va mal, voire même très mal. Une nouvelle fois, un journaliste va faire parler son subconscient à propos du terrorisme et des... Le collège de Conflans-Sainte-Honorine, officiellement rebaptisé Samuel Paty. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020, tué par un islamiste radicalisé. 2020, tué par Alors, à moins d'être complètement tordu, on a quand même un tout petit peu entendu les Arabes, sans qu'ils le disent franchement. Le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait ça, ce journaliste. C'est lui qui avait, vous vous rappelez, là, je crois que c'était il y a une semaine ou 2 semaines, on avait parlé de Rima Hassan, il y a 2 semaines, on avait parlé de Rima Hassan, et puis c'est lui qui avait bidonné, mais complètement bidonné, dans cet avou, une séquence de Rima Hassan chez Bourdin pour expliquer qu'elle avait soutenu les massacres du Hamas le 7 octobre, ce qui est exactement l'inverse, et qu'elle s'était finalement reprise, qu'elle avait nuancé ses propos. Alors, pas du tout, elle avait tenu un propos tout à fait clair. Donc, je pense qu'il commence à y avoir un tout petit problème avec ce journaliste, avec cette émission d'ailleurs, en général, qui n'a pas hésité à virer, notamment l'humoriste avec le bonnet Zara et la barbe, alors que là, il conserve des gens qui, à mon avis, ont un petit problème avec les Arabes en général et avec l'islam en particulier. Et pour le prochain, tu veux nous parler d'un top paradoxal. Oui, alors c'est... on innove toutes les semaines, mais là, le top paradoxal, c'est assez fréquent. C'est une leçon de choses. C'est comment dire que je soutiens la théorie complotiste du grand remplacement sans le dire vraiment. C'est régulier. Très souvent, les chroniqueurs, les journalistes n'osent pas dire qu'ils soutiennent le grand remplacement de Zemmour, de Camus et compagnie, mais enfin, ils vont quand même donner quelques éléments pour laisser penser que... Et donc, envoyer des espèces d'appels de phare à un certain électorat. Je vous laisse écouter. Et là, il va s'appuyer sur une théorie qui s'appelle les natifs au carré, c'est-à-dire que vous avez les quatre, en l'occurrence, grands-parents, qui sont soi-disant français de souche, enfin, vous voyez un peu les terminologies, mais enfin, qui sont blancs, français de souche, et que ça va disparaître tranquillement. Si ça, c'est pas évoquer le grand remplacement, je change demain de métier et j'ouvre une charcuterie. Alors, la prospective en matière démographique, elle est encore plus incertaine que dans d'autres domaines, mais là, par exemple, la démographe Michel Tribala estime que dans un certain nombre de pays européens, dont la France, il est possible, probable, voire même plutôt très probable,
que ce qu'on appelle les natifs au carré, c'est-à-dire les personnes qui ont 4 grands-parents nés en France, soient minoritaires parmi la population du territoire à l'horizon 2050 ou 2060. Donc évidemment, il n'y a rien qui est fondamentalement écrit et gravé dans le marbre en la matière, parce que beaucoup de choses vont dépendre des politiques publiques. Est-ce que l'immigration s'accélère ou se tarit ? Est-ce qu'on relance la natalité française ou à l'inverse, est-ce qu'on continue dans une dynamique de déclin ? Finalement, le paysage démographique de la France à la fin du siècle n'est pas encore écrit et les politiques ont vraiment un rôle à jouer sur ce plan. Et pour les top mythos, on va parler d'une habituée. Ah oui, alors là, j'étais obligé de créer le top mytho et je pense qu'à mon avis, elle va le squatter un certain nombre de fois. Oui, mais par la force des choses. Donc c'est Rachel Kahn, évidemment, l'essayiste Rachel Kahn, qui est harcelée. Donc je lui apporte évidemment tout mon soutien. Elle est harcelée partout où elle va. Alors donc elle prend plus forcément le taxi maintenant. Donc elle va un peu partout en France. Elle prend le train, le métro et ainsi de suite. Donc elle n'entend plus trop des sourates. C'est dommage. Mais ouais, c'est un peu dommage parce qu'elle pourrait nous rapporter des petits témoignages. Oui, mais pas des petits témoignages, des témoignages de première bourre. Et là, elle va nous expliquer que partout où elle va, on va la harceler littéralement. Et qu'est-ce qu'on va lui dire ? Je vous laisse écouter. Lorsque je suis dans le métro, dans la rue, dans n'importe quelle région de France, tous les citoyens demandent à ce que LFI et les têtes de proue de LFI soient sortis de l'Assemblée nationale et que Rima Hassan soit sortie du Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils sont contre la République, ce sont les ennemis de la République. On ne peut pas avoir un parti politique qui, certes, a été élu à un moment donné, mais depuis l'élection, il y a eu ces dérives et cette caricature, qui est une caricature de nazi, est le symbole de tout ce qu'il prône. Alors naturellement, ça se passe dans les studios de Radio J et sur les plateaux, puisque maintenant les radios sont filmées. Donc ça se passe chez Radio J, donc il n'y a pas de contradiction. Mais comment on peut donner du crédit, un gramme, une once de crédit à ces délires en expliquant que tout le monde en France, aujourd'hui, la principale préoccupation, c'est de dégager LFI et d'interdire LFI. Je ne comprends pas comment on peut croire, alors qu'elle raconte, qu'elle délire complètement, pourquoi pas. Je ne veux pas psychiatriser les choses, mais qu'elle parte en vrille comme ça, pourquoi pas. Mais pourquoi on continue de l'inviter ? Et comment des journalistes un peu sérieux, comme il y en a chez Radio J, en l'occurrence, peuvent donner du crédit ? Je m'interroge et je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle. Allez, on passe au flop. Et pour commencer, on parle du ramadan qui aurait des effets assez inattendus sur les médias français. Oui, c'est complètement extraordinaire. En fait, il y a quelques années, il y avait eu cette théorie fumeuse concernant la pénurie d'huile, parce que à cause du ramadan, je vous laisse écouter tellement c'est extraordinaire, je ne veux même pas anticiper, je vous laisse écouter. Cette pénurie s'explique dans un premier temps par l'arrivée du ramadan. Là, il y avait les fêtes de l'Aïd. Il y avait beaucoup de gens qui achetaient de l'huile à frire pour le mouton. On rentre dans le ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc, il nous explique très tranquillement que les musulmans, les arabes, font frire les moutons dans l'huile et que c'est ça qui créerait une pénurie d'huile. Je ne comprends pas, et ça a été évidemment démenti, mais c'est très facile à démentir. On ne fait pas frire des moutons. Mais bon, c'est comme ça, ils l'ont fait, et là, voilà quoi. On pensait qu'ils allaient s'arrêter à ça. Malheureusement, non. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Et là, on est revenu sur l'histoire des pénuries, et donc là, c'est les œufs. Et donc, pourquoi il n'y a plus d'œufs ? Alors, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais pourquoi il n'y a plus d'œufs ? Évidemment, c'est à cause du ramadan et des Arabes. Je vous laisse écouter. Il y a aussi un élément de contexte, parce que les œufs, on les utilise encore plus en période de fête. Tout à fait. Et là, typiquement, en ce moment, on est en période de ramadan. Et alors, ça peut représenter une explication parmi d'autres. Oui, tout à fait. Fait que dans certains supermarchés, on trouve moins facilement des œufs que d'habitude. Tout à fait. Au moment du ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Et d'ailleurs, notre consoeur, parce que moi, j'y connais rien en cuisine du Maghreb notamment, mais notre consoeur Nassira El Moadem, donc d'Arrêt sur Image, a expliqué au travers d'un tweet que la plupart des plats qui ont été cités, la plupart des plats qui existent au moment du ramadan n'ont pas besoin d'œufs. Les œufs ne sont pas utilisés pour ça, et donc ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est de stigmatiser évidemment une communauté en particulier et les musulmans ou les musulmans d'apparence en général. Alors, prochain flop, Mourad,
quand on veut se payer Dominique de Villepin, il vaut mieux se préparer. Quelqu'un l'a appris à ses dépens. Eh oui, c'est la fameuse Marion von Rantergem qu'on a déjà ici pointée pour des errements. Et elle va se retrouver, donc cette journaliste, elle va se retrouver face à de Villepin. Puis avec ce truc de dire, je vais me le payer, comme tu dis, Fabrice, je vais me le payer, j'ai plein d'arguments, ils sont béton, et là, on va voir ce qu'on va voir. Sauf qu'elle va un peu se prendre les pieds dans le tapis et se mélanger les pinceaux. Pas que les pinceaux d'ailleurs, je vous laisse écouter. Et vous avez d'ailleurs co-signé dans Le Monde une tribune avec un ex-ministre russe de la Défense, très proche de Vladimir Poutine, qui... Là, vous n'êtes pas très bien informé. Je l'ai lu. Non, mais je dis très proche, vous n'êtes pas très bien informé. Très proche de Vladimir Poutine. Igor Ivanov, c'est l'homme avec lequel nous avons... Non, Pardon, pas Sergueï. On va laisser finir la question. Igor Ivanov, ministre des Affaires qui étrangères. faisait partie de la bande de Pétersbourg de Vladimir Poutine. On y va. Pas du tout, pas du tout. C'est un diplomate qui a œuvré avec la France dans le cadre de l'affaire irakienne en 2003. Une question. Il épousait... Non, mais vous trompez d'Ivanov. Il y a deux Ivanov. Il faut être attentif. En tout cas... Donc Ivanov, c'est comme Dupont, Martin ou Guichard. Hein. Il y en a plein. Donc elle s'est trompée d'Ivanov, très clairement. Donc elle ne va pas présenter d'excuses. Elle ne va pas dire... je veux dire, même c'est que ses collègues sur le plateau auraient dû temporiser un petit peu, dire voilà, quoi, non, vous êtes trompé d'Ivanov, point. Non, elle va continuer. Elle va être protégée par sa consoeur, notamment sur le plateau. Ça pose aucun problème, c'est-à-dire qu'on peut sortir les pires conneries. Elle va s'excuser après sur les réseaux sociaux, elle va expliquer que oui, Villepin a eu raison de corriger, que c'était pas le bon Ivanov. Ivanov, en plus, il y a un côté un tout petit peu raciste quand même, Ivanov, Popov et compagnie. Il y a même un humoriste qui s'appelle Ivanov, elle aurait pu le citer. Elle va s'excuser vaguement en disant qu'il avait raison, Villepin, mais qu'elle, in fine, a quand même raison. Donc, waouh, quoi. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Je trouve ça un petit peu grossier. Et je voudrais lui préciser accessoirement que le terroriste Carlos, qui est emprisonné, le fameux terroriste international, n'est pas celui qui chantait Papayou, Papayou Lélé, ni Big Bisou. Voilà, c'est deux personnes totalement distinctes, histoire qu'elles ne se plantent pas une nouvelle fois. Flop affiche désormais. Oui, je ne pouvais pas ne pas parler, évidemment, de cette histoire d'affiche au nez crochu. Alors, je ne vais pas... ça a tellement occupé. Je ne sais même pas si 24 heures ont suffi dans chaque journée. C'est la polémique de la semaine. C'est tellement délirant, et sans aucune preuve, je le précise. C'est-à-dire que je pense que c'est une grosse connerie. J'ai eu plusieurs cadres de la France Insoumise, j'ai eu plusieurs militants qui m'ont évidemment fait part de leur désarroi par rapport à cette fameuse affiche qu'on va voir. D'Hanouna, moi, ce qui m'étonne, je veux faire très court parce que ça a tellement été débattu. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je vois le visage d'Hanouna, je vois le visage d'un porte-plat, porte-flingue de l'extrême droite. Je vois une petite frappe, je vois un Tony Montana du PAF. Je ne vois pas un juif. Je ne l'essentialise pas. Que des gens aient voulu l'essentialiser en le réduisant à sa judéité présumée, je trouve ça extraordinaire. Même si, je le redis, c'est une erreur, c'est une faute de la part de la personne qui a conçu cette fameuse affiche. De là à dire, sans aucune preuve, qu'ils se sont inspirés des affiches et de la propagande de Goebbels des années 30, je trouve ça un petit peu gros, un petit peu exagéré. Bon, je pense que la LFI, par exemple, a, notamment sur les plateaux, puisqu'on est là pour parler de médias, a mis du temps à réagir et c'est regrettable, c'est comme ça. N'empêche que ça m'a rappelé, à contrario, une autre polémique, et c'est étonnant puisque ça se passe sur le plateau d'Hanouna. Écoutez l'un de ses chroniqueurs à propos d'une autre représentation. Je vous laisse écouter. Non, parce que j'arrive pas à comprendre en fait. Ouais. J'essaye de comprendre, mais j'ai peur de. La première fois que je suis con, mais quand c'est un. Alors non, je veux dire, moi je suis. Non, mais quand c'est un noir qui est en singe, tout le monde dit non, faut pas voir le noir en singe. Ouais. Et là, quand on met un nez crochu, ah si, c'est un juif. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Mais non, laissez-le parler, laissez Raymond parler. Il y avait un singe gonflable là au rayon des kiwis. Vous avez dit non, mais faut pas voir le racisme là-dedans. Faut pas voir que parce qu'il est noir, c'est un singe, c'est pas vrai. Et là, parce qu'on met une marionnette qui est méchante avec un nez crochu, ah c'est pas bien ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il est juif. Mais Macron, il est pas juif. J'arrive pas à comprendre en fait. On met de l'antisémitisme où il y en a pas en fait. Je pense que c'est ça qui est dangereux. Ça devient dangereux de penser comme ça à chaque fois. Comme quoi, selon de qui on parle, que ce soit d'Hanouna d'un côté ou de Macron
qui ont peut-être le même défaut, ou enfin, c'est même pas un défaut, parce que de ne pas avoir de cheveux, c'est pas un défaut non plus, mais ont peut-être la même caractéristique au niveau nasal. Je trouve on en fait un peu beaucoup d'un côté et un peu moins de l'autre, mais à chaque fois dans le même sens, et je trouve ça un peu problématique, parce que du coup, les vrais antisémites, eux, doivent se frotter les mains en se disant waouh, quoi, voilà, on nous donne du grain à moudre. Je trouve ça assez regrettable. Vous en avez certainement entendu parler dans le flux ininterrompu des rebondissements et tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Un documentaire sur la guerre chimique de la France en Algérie, initialement prévu pour une diffusion dimanche dernier, le 16 mars, a été déprogrammé de l'antenne de France 5 et pour finalement se retrouver sur le site France TV. Et ce, en pleine querelle diplomatique entre les deux pays et des tentations de révisionnisme, comme l'a illustré l'affaire Apathy. Notre invitée aujourd'hui est Claire Billet, réalisatrice de ce documentaire dont je vous propose de regarder un extrait. Christophe Lafaille a acheté ce manuel d'instruction à un fils de militaire. La loi y est rappelée sans ambiguïté. En vertu d'engagements internationaux, la France s'interdit l'emploi en cas de guerre de certaines armes spéciales. Les gaz de combat, les armes biologiques. Leur emploi ne pourrait donc être justifié qu'à titre de représailles dans le cas où elles auraient été employées sans équivoque par l'ennemi sur des troupes ou populations françaises ou alliées. Voilà. Donc c'est loin d'être le cas en Algérie. Les indépendantistes n'ont pas d'armes chimiques. Ils utilisent les territoires montagneux à leur avantage pour se déplacer, se cacher et attaquer. Les souterrains sont un atout tactique. En 1957, ils sont peut-être 90 000 Algériens à combattre. En face, le gouvernement donne carte blanche à l'armée. L'état-major crée des zones interdites, commence à déplacer de force la population. La torture est généralisée. Les armes chimiques sont déployées. Alors, difficile de ne pas voir dans cette déprogrammation le résultat d'une gêne quasi institutionnelle après les propos de Jean-Michel Apathy qui, souvenez-vous, a semble-t-il choqué certains en rappelant des faits historiques. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Voilà pour le contexte. Concernant la déprogrammation du documentaire, la direction des antennes nationales de France Télévisions évoque l'actualité, des contraintes d'actualité, donc, pour expliquer ces changements de plan. Mais peut-on s'arrêter à cette explication ou faut-il questionner la façon dont nos médias traitent les sujets mémoriels ? On en parle tout de suite. Claire Billet. Bonjour Fabrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle a été votre réaction en apprenant donc, la déprogrammation de ce documentaire que vous avez réalisé ? Au début, j'avoue que j'ai été un peu interloquée. Prise de court, j'ai eu un peu peur. Peur de mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est vrai que je suis journaliste et qu'avec les bruits de bottes qui nous entourent, je suis bien consciente de l'importance de parler de Trump, de parler de ce qui se passe en Ukraine. D'ailleurs, les films qui ont été diffusés ce soir-là sont, je vous encourage à les voir, ils sont très intéressants. Mais c'est vrai que ça rebondit à un moment de grande sensibilité sur un sujet déjà sensible. Voilà, donc ça... Oui, ça forcément, ça fait poser des questions. Est-ce que, alors, je rappelle que c'est 4 années de labeur. Enfin, c'est quand même un travail conséquent. Qu'est-ce qui vous a fait, donc bien avant cette polémique extraordinaire reprise par l'extrême droite, mais on va y revenir. Qu'est-ce qui fait que vous vous penchez sur cette question-là précisément et que vous allez, in fine, aborder un sujet dont personne ne parle à ce moment-là, aujourd'hui un peu, mais à l'époque pas du tout. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous plonger dans cette part sombre de l'histoire coloniale française? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, c'est un hasard, le hasard des rencontres, hasard d'amitié. Moi, je voulais travailler depuis longtemps sur la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne. J'ai travaillé avant en Afghanistan. Et quand je suis rentrée, c'est vrai que les anciens, c'était les anciens de la guerre d'Algérie, en fait. Alors que quand moi, j'étais partie, des années plus tôt, c'était les anciens de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'avais envie d'aller questionner cette mémoire en sachant évidemment quand même que c'est un sujet sensible, qu'il y a un tabou. Après,
ce point-là, je dirais, aujourd'hui encore, je ne l'avais peut-être pas anticipé. Et en fait, j'appelle Christophe Lafaille, donc un historien que je connaissais parce qu'il avait travaillé sur une thèse sur l'Afghanistan. On se connaissait comme ça. Et là, il me raconte l'objet de ses recherches. Et je me dis, mais c'est fou. En fait, c'est fou qu'il soit tout seul là-dedans, que personne soit au courant, tout simplement. Moi, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas au courant. Je me suis dit, mais c'est pas normal qu'un fait historique qui, pour moi, et pour Christophe Lafaille, en tant qu'historien, était très important, ne soit pas su, ne soit pas dit, et plus généralement, d'ailleurs, que l'histoire ne soit pas écrite. C'est de là qu'est partie l'envie de film. Alors, je précise que, notamment, puisqu'on parlait de Jean-Michel Apathy, puisqu'on a revu son intervention, il parlait notamment des enfumades, des grottes au début, notamment en 1830, au début de la colonisation. Vous êtes plutôt axé sur la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que ça vous évoque qu'une armée, quelques années... Alors, on est 40 ans après les gaz moutards de la Première Guerre mondiale, on est quelques années après la libération des camps et la découverte des Juifs, notamment, des homosexuels, des tziganes, enfin gazés dans les camps de la mort. Qu'est-ce que ça vous évoque qu'une armée, un État, une armée régulière qui a signé la Convention de Genève en 1925, puisse utiliser sciemment et fasse utiliser par ses soldats des gaz contre des populations, notamment civiles? Moi, ce que ça m'évoque, c'est une honte, en tout cas pour aujourd'hui. Donc, ce qui justifie qu'on ait du mal, on n'a pas envie de l'entendre ou d'en parler. Compréhensible, hein, c'est normal dans n'importe quel pays, n'importe quel récit mémoriel qu'on n'ait pas envie de se pencher sur ce genre de faits-là. Mais ça m'évoque aussi les guerres de décolonisation où les armes chimiques ont été utilisées ailleurs et pas que par la France. Donc pour moi, c'est à remettre dans un contexte historique. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, moi, me touche personnellement, c'est que dans la Convention de Genève, on le voit dans le film, j'en mets un petit bout, mais des recherches n'ont pas été faites à ce sujet encore, j'imagine. Enfin, je crois savoir, puisque j'aurais aimé que quelqu'un en parle, et j'avais pas forcément le temps dans le film, ni trouver quelqu'un qui pouvait l'expliquer. Mais pour moi, la Convention de Genève était signée entre les pays, c'est écrit comme ça, civilisés. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de cette honte-là qui est là. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on pouvait utiliser des armes chimiques sur ceux qu'on ne considérait pas civilisés. C'est aussi une analyse, c'est aussi possible. Et donc je pense que moi, je ne suis pas historienne. Des historiens vont se pencher sur la question du pourquoi. Mais en tout cas, voilà pourquoi moi j'ai fait ce film. Voilà. Vous avez recueilli des témoignages assez forts qu'on peut voir. Est-ce que les personnes qui se confient à vous, qui se sont confiées à vous, ont exprimé ce besoin aussi de reconnaissance de l'histoire, du côté français, de voir la France reconnaître et affirmer qu'elle a commis des crimes en Algérie? Oui, mais je pense que de tous bords, dans cette mémoire fracturée de l'Algérie, n'est-ce pas, il y a un besoin de reconnaissance qui dépasse, qui pour moi est plus important que les jeux politiques entre États, que les polémiques, ce qui est plus important pour moi. Et c'est vrai que cette polémique fait parler du film, mais c'est vraiment qu'il y ait une reconnaissance, ne serait-ce que par dire les faits, finalement. Ça, c'est ce que m'a dit, par exemple, M. Mohamed Yahya Messaoud en Kabylie. C'est juste ce qu'il demande. Et j'ai rencontré En vérité, moi, ce qui comptait le plus pour moi, c'était que les témoins, je l'ai déjà dit, mais que les témoins soient contents du film. Et tous, ainsi que même les intervenants spécialistes, me remercient. Donc je me dis, OK, j'ai fait ce qu'il fallait pour la suite, pour les générations futures, pour les livres d'histoire, pour la connaissance qui n'infuse pas, en fait, dans la société française. Enfin, d'une côté de la société française, je trouve. Parce que soit il y a le grand silence des familles avec les appelés, et je pense que on ne sait pas aujourd'hui combien de familles ça touche, mais je serais curieuse de savoir, ce silence-là. Le silence... des descendants de Harki ou des descendants de combattants du FLN aussi. Et puis il y a aussi en Algérie le besoin d'être entendu par rapport à ce qui s'est passé et vraiment parler d'histoire et pas juste de commémoration et de roman national aussi. Oui, c'est la fameuse question du roman national et de l'accaparement dont on parlait tout à l'heure, par l'extrême droite notamment, et les médias d'extrême droite, de cette fameuse histoire de France qui serait hyper lissée et qui a conduit, notamment, on en parlera tout à l'heure, mais qui conduit certains caciques leaders d'extrême droite à expliquer que la colonisation était un bienfait puisqu'on a apporté des routes, des hôpitaux, enfin toute une série de choses, en oubliant par exemple sur les chemins de fer que le nombre de centaines de milliers de morts provoqués par la construction erratique de ces fameux chemins de fer. Vous avez fait un choix
Alors vous êtes documentariste, vous êtes journaliste, donc vous faites des choix. On fait tous des choix, hein, évidemment. Le fait que vous soyez là, c'est aussi un choix réciproque. Vous avez fait un choix, c'est à la fois d'interviewer, de prendre le temps long de l'interview et du récit des victimes algériennes, des descendants des victimes algériennes aussi, mais aussi, enfin, il y a des rescapés évidemment, mais aussi des soldats français. Est-ce que ça vous est venu spontanément ou est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, comment ça s'est construit, le fait de dire on va laisser la parole aux deux, entre guillemets, aux deux camps, les deux étant extrêmement fracturés comme on le voit dans votre documentaire? Alors c'est pas simple hein, parce que je peux pas mettre au même niveau la question de la souffrance, donc c'est pas du tout ça, c'est plutôt des gens côte à côte qui témoignent d'une histoire. Donc ils sont pas là en tant que personnages documentaires pour ce qu'ils sont individuellement, mais pour leur expérience de cette guerre. Et donc ça semblait indispensable pour moi d'entendre ceux qui ont utilisé les gaz, d'entendre à travers les archives ceux qui ont donné l'ordre de le faire, c'est-à-dire un ordre politique, gouvernemental, et ceux qui en ont été victimes. Donc c'est ce choix-là que j'ai fait, et ça, c'était aussi de concert avec France Télévisions, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup échangé avec l'équipe documentaire. Moi, je proposais un autre film au départ, et on a recentré sur, non pas un making-of d'enquête, mais sur vraiment un rendu d'enquête. Et je pense que c'est justifié, en fait, maintenant que les gens ont besoin de voir et d'entendre, qu'ils soient implacables. Et les archives, les témoignages français sont là pour... montrer aussi c'est terrible, mais les violences coloniales, mais le panel de souffrance, et pour que la parole des Algériens, pour moi aussi, ne soit pas remise en question. Je pense que c'était important aussi pour ça, et pour reconnaître la douleur des appelés, et même ceux qui n'étaient pas appelés d'ailleurs, notamment Monsieur Carnigno qui souffre de ces gaz, parce qu'il a été blessé, les mêmes gaz qu'il a utilisés contre les Algériens. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient? Je pense que pas tous, non. Non, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, j'ai pas d'études exhaustives là-dessus. Christophe Lafaille et d'autres historiens, je l'espère, qui vont s'emparer du sujet, on n'en est qu'au tout début. Les gens que j'ai rencontrés, et il y a des anciens combattants qui parlaient de lacrymo. Je pense que même il y a des Algériens aussi qui n'avaient pas conscience de ça, et c'est pour ça aussi que ça s'est pas construit. Dans le récit mémorial hors des familles et des villages, c'est pas qu'ils n'avaient pas conscience, c'est qu'ils ne savaient pas ce que c'était. C'est-à-dire, des lacrymos en milieu clos aussi, à haute dose, ça tue. Mais là, le CN2D, ça n'a rien à voir. Et donc, il y a des appelés, il y a des soldats qui pensaient que c'était du lacrymo. Il y en a, quand ils ont vu l'état des corps, quand ils ont vu qu'ils mouraient très très vite, ils ont compris que c'était pas ça. Il y en a qui savaient, et il y en a qui veulent pas le dire. Et il y en a qui doutaient parce que c'est des mots-clés, des mots codés. Il faut comprendre à l'époque c'est quoi CN2D, c'est quoi ça. Et c'est vrai que je pense que ça résonne quand même pour cette génération-là par rapport à l'expérience de 39-45. Et dans les grottes en Algérie, comme vous le savez, mais je pense que plein de gens en France ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'Algériens, et ça a beaucoup touché les appelés que j'ai rencontrés. Quand ils sont arrivés avec l'uniforme français, ils avaient face à eux des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu avec la France. Donc c'est... À chaque fois que moi, ils m'en parlent, ils ont les poils qui se dressent, d'horreur, je ne sais pas comment dire, la fraternité est tout d'un coup fracturée. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'eux, ils avaient l'expérience des gaz, ils l'avaient appris, ils avaient gardé cette mémoire. Et donc, il y a des combattants qui en parlaient. Donc après, je ne sais pas les systèmes D exactement quelle valeur ça a face à ce gaz, mais ils avaient certaines choses, et notamment une femme que moi, je voulais filmer, mais entre le moment où on a fait le repérage, le moment où je suis venue filmer et le temps d'avoir les autorisations, c'était une moudjahida. Elle était plus assez en forme pour... Il y avait une urgence à les faire parler. Elle pouvait plus témoigner, mais elle, son récit, c'était vraiment de dire, moi... Donc il y avait son mari qui a réchappé à un gazage, qui a été blessé, qui était en fin de vie aussi à l'époque du tournage, et qui racontait qu'elle avait sorti des corps d'un souterrain, et elle avait pour mission, on lui a dit, surtout ne touche pas les corps. Prends-les avec des draps. Donc, il y a des choses qui se passaient comme ça. Et quand à Maragoun, dans la grotte, donc on parle dans les Aurès, il dit qu'il savait, qu'on leur avait dit qu'il fallait se mouiller le visage, mettre un turban, ils l'ont fait avec leur... Bon, bref, c'est un peu glauque, mais voilà.
Donc il y a des choses qui se transmettent, il y a des choses qui se savent, mais c'est lointain, c'est diffus, et encore une fois, ça n'infuse pas pour moi dans la société française. Donc c'est important que ce soit su, que ce soit dit. Voilà. Alors sur ce détail, je me permets, et puis je te laisse la parole évidemment, Fabrice. Sur ce détail-là, d'ailleurs, ça me fait penser aux dessins, aux rares dessins sur le Zyklon-B dans les camps de la mort, où on voit effectivement que ce sont évidemment des personnes internées qui vont aller sortir les corps des chambres à gaz et qui vont les sortir, donc sur commandement allemand évidemment, et ils vont les sortir avec des cordes justement. Ils vont mettre la corde autour du cou des personnes mortes du Zyklon-B et qui vont les tirer et ne pas les prendre à la main, effectivement, ne pas les toucher, ne pas les prendre avec les bras, peut-être pour les préserver, pour les maintenir comme force de travail. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais il y avait ces dessins-là, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Mais... Moi, je ne pense pas que ce soit lié, mais en tout cas, les historiens n'ayant pas travaillé dessus, ce n'est pas ma place. Bien sûr, je pense en parler. Bien sûr. Mais parce que j'y pense, parce que vous me parlez de ne pas toucher les corps. Oui, mais parce que, en fait, tout à fait. Mais je pense que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que l'arme chimique, elle se transmet, en fait. Elle se touche. C'est comme le napalm. En fait, si on en a là et qu'on fait ça, on se brûle là. C'est la même chose. Et l'arme chimique, en fait, ce gaz-là, le CN2D, il y a une période à partir de 59-60, si je ne veux pas dire de bêtises, mais où il y a eu cette systématisation sur l'ensemble du territoire, toutes les zones souterraines, etc. Et il y a eu ce qu'ils appelaient une infection. Donc, il y a des termes militaires très précis. Et l'infection consistait à gazer la grotte même quand il n'y avait pas d'occupants pour pas que ça serve de repère aux combattants. Donc, c'est quelque chose de tactique. Et en fait, quand on fait ça, le gaz se réactive. Et donc, il y a aussi tout un pan là-dessus sur les pollutions, sur les victimes après, sur la persistance, en fait. Et pour moi, c'est symbolique, cette persistance du gaz. C'est la persistance du fait colonial, de cette violence, jusqu'où ça va, jusqu'où ça conduit. Ça fait même écho, vous voyez, les tests de l'arme chimique qui ont été faits sur la base de baie de Namous en Algérie, continuent après l'indépendance. Et on a testé le sarin là-bas. Moi, j'entends sarin, je pense sarin, Syrie, le régime d'Assad. Vous voyez, c'est comme une boîte de Pandore. Je sais pas, il y a et donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est que petit à petit, on ouvre. Monsieur. Est-ce que dans cet inventaire de témoignages et de prise de parole, est-ce qu'il ne manque pas, côté français notamment, la voix officielle politique? On se souvient d'Emmanuel Macron qualifiant la colonisation comme crime contre l'humanité, mais évidemment, il n'avait pas parlé de la décolonisation qui, elle, était tout aussi brutale et sanguinaire, que ce soit en Algérie ou au Cameroun. Est-ce que les politiques aujourd'hui sont en faillite? Est-ce que vous avez essayé de recueillir cette parole politique? Oui, moi j'ai essayé et j'ai pas voulu le mettre... insister dessus dans le film parce que je voulais rester sur le fait historique. Donc, on m'a pas empêché de travailler, je dirais, mais on m'a mis face à un mur du silence. Il n'y a pas un homme politique que j'ai essayé de contacter, associé soit, c'est un peu dur maintenant parce qu'ils sont décédés, mais à la guerre d'Algérie, soit au moment de l'interdiction des armes chimiques. Donc, il y a M. Alain Richard qui a accepté de témoigner, qui n'était pas au courant de l'usage des armes chimiques, qui a vu les documents, qui étaient un peu interloqués d'ailleurs. Mais je pense que compte tenu de la sensibilité du sujet, c'est pas surprenant. Après, pour le tournage, l'endroit où sont conservées les archives militaires, les archives administratives, voilà, j'ai pas eu l'autorisation de filmer. Mais les instances officielles savaient que le film était en cours de fabrication, ils connaissent le travail de Christophe Lafaille. Donc il fallait que ça sorte, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une réponse qui est attendue, mais où, à quel niveau, comment ? Moi, je sais pas. Vous aviez saisi la commission administrative, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Est-ce qu'elle est limitée par ça? C'est pas moi qui l'ai saisie. Ah, c'est pas vous? Non, parce que c'est vraiment quelque chose d'administratif. Donc c'est Christophe Lafaille qui. Et c'est vrai que cette question-là des archives sur la guerre d'Algérie, je veux dire, et ça fait longtemps qu'on en parle sur de nombreux sujets, Papon, etc. Notamment. 1961, notamment, mais pas que. Et donc c'est un travail de labeur quotidien de réussir à localiser dans un carton une petite feuille, puis l'autre, puis là c'est non, là c'est interdit, ça c'est oui, ça c'est non, puis après d'estimer que l'interdit n'est pas justifié, d'aller se plaindre en commission à la CADA pour obtenir une réouverture de certains, etc. C'est ça que fait l'historien. Et pour ça, moi je lui tire mon chapeau parce que ça demande...
je sais pas, une patience totale. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait que l'État Alors, vous étiez chez nos confrères et consoeurs de Parole d'honneur il y a très peu de temps. J'étais également sur le plateau. Vous avez parlé de crimes de guerre, notamment. Vous aviez évoqué le fait que d'utiliser des armes chimiques, c'était contraire à toutes les conventions que la France avait pu signer, notamment celle de Genève, évidemment, au premier chef. Est-ce que vous pensez que, d'une part, l'État français et l'armée bloquent littéralement l'accès aux archives pour ne pas tomber justement dans un procès d'une cour pénale internationale, enfin au moins un procès qui les mette qui les mette en difficulté sur ces questions-là, d'une part, et est-ce que ça ne vient pas favoriser, puisqu'on parle évidemment ici médias et critique médias, est-ce que ça ne vient pas favoriser ce type de discours comme on va l'écouter ici? Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turque n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Et donc, ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, cette histoire coloniale, elle n'existe pas. Ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y a pas... En tout cas, que nous avons dans la façon de tenter de raccommoder les liens avec l'Algérie, il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument. Nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. La torture au moment de la guerre d'Algérie... Mais mon cher, vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas et tuer les femmes et les enfants. Et donc, il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté. Et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Alors moi, je ne suis pas à la place ni du président, ni du ministre des Armées, ni qui que ce soit, donc je ne pourrais pas parler à leur place, j'en ai aucune idée. Mais je pense en effet que ne pas connaître notre histoire favorise les spéculations, favorise les négations, très clairement. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ce travail-là, c'est certain. Alors, les historiens sérieux, si on les écoute, plutôt que les éditorialistes ou les politiques d'extrême droite, mettent pourtant bien en évidence cette histoire, ces massacres. J'aimerais qu'on écoute aussi un extrait de Benjamin Stora, qui était l'invité de Julien Terry dans son émission La Grande Hache. La conquête de l'Algérie au XIXe siècle a été quand même une conquête très, très violente, d'extermination de populations et de massacres, qui préfigurait, qui créait les conditions quand même de ce qu'on va connaître quelques années après, au XXe siècle, notamment en Afrique ou en Namibie ou ailleurs, bien sûr, avec le nazisme. Donc il y a effectivement un lien qui avait été fait d'ailleurs par Hannah Arendt, la philosophe, entre précisément l'entreprise, disons, coloniale et ce qu'on a connu dans la brutalisation des systèmes totalitaires mis en place notamment tout au long du XXe siècle. Moi, je trouve ça bien d'écouter et d'entendre la parole des historiens, parce que c'est leur travail. Et ça fait combien de temps que M. Stora travaille sur la guerre d'Algérie? Donc, je trouve ça assez pertinent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du fil de l'inhumanité, en tout cas, et de cette violence qu'on perpétue. Voilà. Alors justement, ce sera ma dernière question. On voit dans les correspondances notamment que vous montrez dans le documentaire 3 lettres, H, L, L, hors la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des humains, on n'a pas affaire à des civils, on n'a affaire même pas à des gens qui se révoltent légitimement, on a affaire à des hors-la-loi. Et donc avec un espèce de discours comme ça qui déshumanise les personnes qui sont en face de soi, en face des militaires notamment. Est-ce qu'il y a une espèce de fil conducteur, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a une espèce de fil conducteur dans toutes ces luttes contre la colonisation à travers le monde, notamment, je pense, je sais pas, à Madagascar, à différentes étapes à travers le monde, comme ça. Le Vietnam, ouais. Est-ce qu'il y a un fil conducteur de déshumanisation, de légitimation de la violence, et d'une violence qui va jusqu'à l'agent orange, puisqu'on parle du Vietnam, par exemple, du napalm, qu'on retrouve également en Algérie, des essais nucléaires qu'on fait comme ça avec les populations avoisinantes. Est-ce que c'est quelque chose c'est un point commun que vous avez observé à travers toutes les phases de colonisation et de décolonisation avec les guerres qui ont suivi? Alors, en fait, ça, je pense que... parce que j'essaye de voir aussi avec mon expérience en Afghanistan, mais je pense qu'en général, quand une armée combat, elle va toujours déshumaniser son ennemi. C'est la base. Sinon, si on se met à réfléchir, en fait, on ne combat plus, j'imagine.
Donc, en tout cas, c'est pour ça que moi, je l'ai mis dans les archives. C'est-à-dire que je voulais montrer aussi le regard que portait à ce moment-là l'armée et l'état-major et les politiques sur les combattants algériens. Et c'est aussi cette fracture française, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui les ont défendus, pour le coup, qui étaient clandestins, qui ne pouvaient plus rester en France. Je pense à Janson, je pense... Voilà. Donc, en fait, cette déshumanisation-là, je crois qu'elle arrive tout le temps. Mais je pense qu'elle ne doit pas nous empêcher de penser. Donc, c'est important de la montrer pour voir comment ça évolue en général dans le temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce qu'elle s'exprime quand même avec un peu plus d'acuité quand on est dans ce sens-là? Parce que les guerres, entre guillemets, traditionnelles, la Première, la Seconde Guerre mondiale, sur le continent européen, peut-être n'ont pas connu ce degré de déshumanisation. Lorsque les populations occidentales vont faire des tests nucléaires, par exemple, mais moi, je pense, dans les pays du Sud, il y a une façon aussi de nier quelque part l'humanité de ces populations. Ça, je suis assez d'accord, mais je pense par exemple au code de l'indigénat. Enfin, on n'aurait pas utilisé les mêmes armes. On l'a fait en 14-18. On a été horrifiés par ce qui s'est passé sur le champ de bataille entre l'Allemagne et la France et aussi l'Angleterre. Donc on l'utilise pas en gros en Europe, mais on l'utilise dans les guerres de décolonisation. Donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental du racisme, qui est aussi la honte en fait. Et je pense que c'est cette déconsidération, cette déshumanisation, le code de l'indigénat étant un des exemples, qui fait qu'on a pu utiliser et qu'aujourd'hui on prend la mesure de ce que ça signifie. Vous pouvez nous rappeler l'extrait de la Convention de Genève qui vous a troublé? C'est les nations... à peu près. Ouais, à peu près, en fait. Les nations horrifiées par l'usage des armes chimiques et donc civilisées se sont mis d'accord pour signer le protocole. Donc civilisées entre elles? Civilisées. Versus... Oui. Moi, c'est comme ça que je le lis. Après, il y a quelqu'un qui disait non, on signe parce qu'on est civilisé, nous, parce qu'on trouve que c'est incivilisé d'utiliser des armes chimiques. Mais il n'y avait pas d'armes chimiques en Algérie. Bien sûr. Les Algériens n'avaient pas d'armes chimiques. Donc pour moi, la lecture, c'est nous sommes civilisés. Alors si on l'utilise contre les autres, alors qui sont les autres? Bon. Alors vraiment la toute dernière question, est-ce que vous faites un lien avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient? Moi non, parce que je trouve ça trop compliqué. Que je ne suis pas dans mon rôle ni à ma place, je ne suis jamais allée là-bas. Je préfère laisser parler des gens qui connaissent le sujet. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci Claire Billet, merci Mourad. Alors on revient au livre, parce qu'il y a un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Et donc, j'aime bien la petite histoire et la grande histoire. Et donc, on a parlé avec notre invité, notamment de la guerre d'Algérie, et puis de la colonisation algérienne. Et là, nous avons Mohamed Bouguera, qui a consacré un livre vraiment extrêmement touchant à son père Saad, qui s'appelle Bon Chance. C'est volontaire, hein, Bon Chance. C'est la manière dont, évidemment, parlaient les Chibani. Et... c'est Mémoires d'un immigré. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans son ouvrage, alors qu'on voit à l'écran, et d'ailleurs j'ai retrouvé, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, j'ai retrouvé ma carte orange de l'époque, donc là j'avais 17 ans, donc je ne sais pas si on la voit ou pas, avec les reflets peut-être, j'espère. Sinon vous me la demandez, je vous l'envoie 3615 Moumou, et qui va raconter comment effectivement cette petite histoire, entre guillemets, parce que c'est quand même l'histoire d'une famille complète, entière, sur plusieurs générations, il va raconter leur rapport et à quel point son père a été, donc, et malheureusement nous a quittés en 2017, a traversé en fait effectivement tout le XXe siècle et donc a eu en gros, j'ai pas envie de dire deux vies, mais presque. Il a quitté le monde, il a quitté la Seconde Guerre mondiale, le monde colonial, donc la colonisation. Il a vécu et quitté De Gaulle, les 30 glorieuses, mais dont il n'a pas forcément profité. L'immigration, le travail, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Enfin, c'est vraiment, et puis les événements en Algérie. C'est vraiment effectivement un observateur depuis sa petite fenêtre d'un monde qui a complètement été bouleversé en l'espace de quelques décennies. C'est agrémenté de très nombreuses photos, notamment sur l'accession à un logement HLM, sur des photos de famille. Enfin, c'est Mohamed Bouguera, ça s'appelle Bon Chance, Mémoires d'un immigré. C'est édité à compte d'auteur, donc vous pouvez le retrouver assez facilement en recherchant sur Internet. Et l'autre livre, alors
c'est une série, je vais vous en reparler, parce que c'est une série qui s'appelle Une histoire de solidarité, pardon. Ça démarre évidemment par les origines. Et c'est signé alors Simon Rochepeau et Dominique Hennebeau. Et c'est une bande dessinée, une série de bandes dessinées qui va raconter comment Rebelote, la petite histoire, va rejoindre la grande. Et là, c'est une jeune femme, une jeune gamine, Juliette, qui va découvrir le passé de son grand-père et qui va découvrir ses engagements politiques, syndicaux, notamment à EDF, au sortir de la guerre, évidemment, et qui va comprendre comment fonctionne le mouvement social. Alors, on va revenir, évidemment, à 1936, on va revenir à l'époque des conquêtes et des luttes sociales, et elle va comprendre, et ils vont nous expliquer, et c'est vraiment lisible et compréhensible par des enfants, par des adolescents, par tout le monde. Et elle va comprendre comment tout ça, tout ce qu'on a, EDF, la Sécu, les congés payés, c'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de lutte. Et il se trouve que Comics Initiative, donc c'est la maison d'édition, elle se trouve en Touraine, et elle est particulière parce que c'est une maison d'édition à la fois indépendante, donc qui en plus est installée en province. Donc ils proposent, alors je cite leur argumentaire que j'ai vérifié: nous essayons de proposer des bandes dessinées aux sujets variés, tout en défendant des valeurs comme imprimer nos livres en France, ce qui est assez rare dans les BD. C'est souvent imprimé ou relié à l'étranger, notamment en Chine. Un circuit court en termes écologiques et aussi économiques, notre volonté de ne pas utiliser le pilon, donc ne pas produire trop, et voilà. Et aussi notre refus d'être distribué par Amazon, entreprise maltraitant les libraires à coups de remises forcées, et donc ce qui est quand même pas mal. Il y a l'envie chez eux de parler de thématiques importantes à leurs yeux, notamment, évidemment, des questions de progrès social. Et donc voilà, ça c'est le premier opus que je vais vous montrer. Je vous en montrerai beaucoup d'autres. Et donc je vous invite à vous procurer Une histoire de solidarité, le numéro 1 ou les autres, les origines, et c'est signé Simon Rochepeau et Dominique Hennebeau, et c'est chez Comics Initiative. Et on termine cette émission avec tes remerciements. J'avais coupé la fois dernière parce qu'il y en avait beaucoup, parce que j'avais croisé pas mal de monde. Et donc là, je vais être un peu plus bref, du coup. Alors, il y a Jacques et Claude de Saint-Malo. Ils ont 85 et 87 ans. Ils nous ont contactés par contact @lemediatv.fr, et donc avec des conseils de lecture notamment, et je les embrasse très affectueusement, et je pense qu'ils rentrent dans le cercle très fermé des presque centenaires, et je leur souhaite plein de bonheur. Il y a Lionel Duperche, il y a S.A. Fouzia sur les réseaux sociaux, Aïna de Lille et de Saint-Étienne à la fois, donc et puis qui est une supportrice des Verts, je dis ça, je dis rien, mais je l'embrasse, ainsi que son papa notamment, Greg. Il y a également Samir, que j'ai croisé à Orléans avec son superbe survêtement de l'équipe de France de judo, et qui est un entraîneur alors je sais pas comment on appelle ça, des juniors ou des minimes, de l'équipe de France de judo. Voilà, l'un des fameux Algériens que Darmanin notamment et Retailleau aimeraient savoir sous OQTF et expulser, sauf que lui s'occupe de nos gamins. Bravo et merci Samir de nous suivre. Moufette, une ancienne conceptrice, réalisatrice de BD et qui maintenant est streameuse, Christian de Genève, Simon de Paris 19e, Sana de Courbevoie et Oshine également de Courbevoie, Pierre qui est à Bruxelles, qui est un fan de Rokhaya Diallo et qui m'a chargé, alors Rokhaya si tu nous regardes, qui m'a chargé de te transmettre ses amitiés, Yasmine de Montrouge, Frédéric de Montreuil, encore quelqu'un de Montreuil, qui fait partie de Sens de l'Humus, avec les fameux murs à pêche qui se trouvent pas loin de chez nous, là, pas loin d'ici. Les murs à pêche montreuillois, c'est quelque chose, c'est une espèce d'institution. Et donc, peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est un vrai et beau sujet. Et pour finir, Célia et Raphaël, devinez d'où? De quelle ville? De Montreuil, comme d'habitude. Toujours parler aussi des personnes qui sont à côté. Oui. Merci Mourad, et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.